Donc, je voulais pas travailler cette observation clinique avec vous, mais je vais quand même en dire deux mots parce que pour permettre de comprendre à la personne qui s'occupe là de cet enfant qui est en difficulté, euh, pour lui permettre de comprendre pourquoi il faut que dans un cas de rapprochement de l'enfant, euh, c'est important de garder ses distances et de ne pas suivre le même mouvement que lui, parce que ça peut justement être conflictuel. Juste pour expliquer cela, je vais vous parler d'un cas qui s'appelle Stéphane, qui est un cas, on en a une fois dans sa vie de ce type de cas complètement didactique et à travers lequel il y a toutes les phases de l'organisation de l'enfant, du corps, de l'espace, de la latéralité qui est visible. Et on aboutit à un moment donné où... alors, il faut que je vous dise, pour que vous compreniez bien la situation, parce qu'on est dans une situation un petit peu identique au patient dont on m'a parlé, c'est que c'est un enfant qui a un père, mais ce père s'est envolé, est parti. Il veut pas d'enfant, ce père, et il a demandé déjà à sa femme de se faire avorter pour donc un enfant qu'elle avait eu avant Stéphane. Et quand la mère lui annonce qu'elle est enceinte, le père s'en va. Et la mère ne le reverra plus jamais. Et si vous voulez, je vais rapidement, mais pour la mère, l'arrivée de Stéphane est l'équivalent d'un deuil du père. Donc chaque fois qu'elle est confrontée à Stéphane, elle est confrontée au deuil de son mari, le père de Stéphane. Bon, la situation évolue et on arrive à un moment donné où il va vivre une relation édipienne avec sa mère. Sa mère est prof de français, donc à un moment donné, Stéphane va commencer à pouvoir écrire en utilisant sa main droite. Et la mère est... Et on est dans une problématique à ce moment-là de rapprochement édipien. Et sa mère est très contente de voir ce fils commencer à écrire, puisqu'elle est professeure de français, je vous le disais. Donc, elle va manifester son contentement de voir son fils se rapprocher d'elle, en quelque sorte, pour écrire. Et le rapprochement de son fils par rapport à elle, en même temps que elle se rapproche de son fils par les compliments, sur l'acte d'écrire, va devenir conflictuel par rapport à la situation édipienne. Et lui ne va plus pouvoir écrire, c'est bloqué, dit-il. Et il va me faire le dessin donc de deux mains énormes, rouges, et il va m'expliquer qu'il peut plus écrire parce que s'il écrit, il est dans une situation trop proche de sa mère, lui qui a envie d'être dans une situation proche d'elle, et que c'est quelque chose qui lui est difficilement gérable. Voilà. Donc là, on est dans une situation conflictuelle et c'est la compréhension de cette situation, du fait qu'il y a deux situations de rapprochement simultanément autour de ses mains, qui fait que la situation va se décoincer. Voilà. Donc, c'est l'explication par l'enfant
de la situation conflictuelle dans la relation à sa mère, qui est cette situation est édipienne, qui va permettre à la situation de se récupérer. Donc c'est pour ça que je disais que dans une situation où l'enfant se rapproche de vous par la vision binoculaire, eh bien, c'est qui se met en place dans une relation de proximité. Si vous vous rapprochez trop, ça va créer une situation qui va être trop forte, trop réduite sur le plan de la distance et que ça sera ingérable par l'enfant rapidement. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je vais vous parler d'une situation conflictuelle et puis je vais vous parler d'une situation d'impasse. La situation conflictuelle sera à travers la vision binoculaire et la situation d'impasse sera autour d'une pathologie psychosomatique qui est l'infarctus. Alors, je cache toujours plein de choses au niveau des patients pour le nom, mais aussi des choses à l'intérieur pour qu'ils ne soient pas reconnaissables. C'est une jeune fille qui s'appelle Katia, que nous allons travailler ensemble, qui a donc 18 ans quand je la vois, et qui a ceci d'importance, c'est qu'elle a un père, enfin, elle avait un père et que le père s'est suicidé. Voilà, ça c'est la chose et elle vous expliquera comment et ce qui s'est passé dans la relation avec ce père. C'est quelqu'un qui était déprimé, hein, le père, depuis très longtemps, et qui était très déprimé quand il s'est suicidé. Elle dit que avant, elle a toujours eu des difficultés pour s'autonomiser, que sa mère était autoritaire, qu'elle faisait tout à sa place, et que avant, alors c'est avant le suicide du père, elle était plus autonome et plus affirmée, et qu'elle s'est réfugiée dans une attitude qu'elle dit infantile, où elle n'existe pas ou peu depuis donc le suicide de son père. Et elle avait à cette époque-là 15 ans, donc en pleine adolescence. À partir de cet âge, elle me dit qu'il y a tout un changement qui s'est organisé sur le plan de sa personne, en même temps qu'un problème sur le plan de la convergence visuelle, un strabisme de l'œil droit et en plus une légère myopie. Vous voyez, il y a deux mécanismes, rapprochement et rapprochement. Elle a des difficultés pour se repérer dans l'espace et elle dit que elle a toujours besoin du rapport à l'autre pour se situer, que s'il n'y a pas quelqu'un d'autre en face, elle est vide et elle n'a uniquement l'impression de son visage que lorsqu'elle est en relation. Et elle me parle d'un rêve répétitif où elle voit une maison. Voilà, donc c'est une maison vide, fichée, sans expression, et elle dit qu'elle a l'apparence d'une maison visage et elle assimile cette maison à ce qu'elle voit dans le miroir. Voilà. Et elle me dit que c'est quelque chose qui l'angoisse terriblement. Alors, vide, sans expression, tout ça, il y a quand même une image du père vide aussi derrière tout ça. Et vous verrez que tout ça va s'expliquer après. Ce qui est important pendant tout un temps, c'est qu'elle travaille le problème de l'autonomie.
L'autonomie, c'est quelque chose qui ne lui est plus possible depuis le départ de son père. Et elle dit que dans toute situation, elle est dans la dépendance et que c'est une relation, bien sûr, qui peut être aliénante, mais c'est une relation dans laquelle elle se sent bien. Et que quand il n'y a plus personne en face, eh bien, elle est dans le vide et comme si finalement elle-même n'était pas construite, mais n'avait une construction que dans la dépendance à l'autre. Et elle parle à ce moment-là de ses difficultés sur le plan de l'autonomie. Hein. Quelques semaines plus tard, c'est quelqu'un qui fonctionne dans la richesse imaginative. Hein. Il n'y a pas de problème sur le plan de l'imaginaire. Quelques semaines plus tard, elle retravaille le problème de la situation d'indépendance et elle me demande de travailler avec moi sur le plan du corps. Bon, ce que je fais par l'intermédiaire de ce que je fais en relaxation, qui s'appelle relaxation, mais qui n'est pas tout à fait adéquat par rapport au travail que je fais, c'est-à-dire de me situer, moi, dans le près par rapport à elle, dans le loin par rapport à elle, et qu'elle ressente et qu'elle me traduise ce qu'elle ressent sur le plan du corps. Et elle me dit que ce qu'elle ressent sur le plan du corps, c'est que plus elle s'éloigne, plus elle se fige, plus elle se bloque. Voilà. Donc, elle met un lien sur le fait de la distance, hein, qui n'est plus possible pour elle depuis cette fameuse histoire par rapport au deuil du père. Voilà le premier dessin, la maison visage. Donc je vous disais, hein, c'est donc la jeune fille qui se projette. C'est des dessins d'enfant, hein, vous voyez, elle a 18 ans, c'est un dessin d'enfant hein, qu'elle me fait là. Donc elle se projette dans la maison, hein, sur le plan des yeux, hein, et la bouche et la porte. Et les volets, vous allez voir, auront toute une histoire et ça correspond à son problème de convergence visuelle. Hein. Et ça s'appelle, donc Sami Ali l'appelle un espace de complémentarité imaginaire. L'enfant qui est il y a un dedans et un dehors, vous voyez, il y a un dedans et un dehors, ok. Mais la jeune fille qui est à l'extérieur, en train de se représenter, est l'équivalent de la jeune fille qui est à l'intérieur, représentée sous forme de visage. Donc, vous avez un dedans et un dehors, et une annulation dans la mesure où ce qui est représenté dedans est l'équivalent de ce qui est représenté dehors. La jeune fille qui est dehors est l'équivalent de la jeune fille qui est représentée dedans. Vous voyez, ça c'est un espace de complémentarité imaginaire, c'est-à-dire que la maison visage est créée en complément sans distance à la représentation que la jeune fille a d'elle-même. Par la suite, elle m'explique, sous forme de dessin, quand on fait ce système près-loin, elle m'explique ce qui se passe pour elle sur le plan de la vision. Quand elle est loin, les deux fenêtres se ferment. C'est le vide, il n'y a plus personne. Ce qui est bien pour elle, c'est qu'elle soit près et un volet, quand elle est près, pour maintenir le prêt, un volet de la maison se ferme. Donc, si vous visualisez ce qu'elle m'explique, que ça, c'est l'œil. D'accord? Donc, le fait d'être prêt est déterminé par le strabisme qui crée cette vision de prêt, et c'est ce strabisme qui lui permet d'être prêt
d'être bien et de ne pas être loin, parce que le loin pose problème, et vous verrez pourquoi le loin pose problème par la suite. Plus tard, elle va m'expliquer que le loin, non seulement c'est problématique, mais que c'est traumatique. C'est elle qui me dit ça. Et elle m'explique que c'est quelque chose qui fait référence au passé. Un rêve qu'elle va dessiner. Voilà la maison visage, d'accord, avec l'œil. Il y a des gens avec son père qui veulent passer le mur et aller du côté de la maison où elle se trouve, se rapprocher, d'accord? Dans cette escalade, comme par hasard, il y a une personne qui disparaît. Bon, si on se réfère à son histoire, on peut savoir qui est cette personne qui disparaît. Pour régler le problème, un volet de la maison se ferme. Pour régler le problème de la personne qui disparaît, donc qui s'éloigne en disparaissant, donc qu'elle perd, hein, elle crée une situation sur le plan de la vision qui rapproche. Hein, c'est ça qu'elle est en train de m'expliquer. Elle fait le lien entre la personne qui disparaît et le fait qu'elle est dans une vision du proche, et comme si cette vision du proche permettait de ne pas être dans le loin, comme le loin où est la personne qui disparaît. D'accord? Donc vous commencez à comprendre le problème du près et de la vision binoculaire. Se maintenir dans le près pour ne pas perdre l'autre, pour ne pas perdre l'autre. Peu de temps après ce rêve, elle fait un autre rêve que je vais vous lire. À l'époque de son suicide avec son père était déprimé. Il avait demandé à sa fille de rester avec lui le soir de l'accident, car il se trouvait seul. Katia, effrayée par cette demande, alors pourquoi elle est effrayée? Parce que Katia est dans une situation édipienne avec son père. Et même chose, le fait que son père se rapproche d'elle dans une situation où elle-même était rapprochée, dans un désir de rapprochement, l'a effrayée, et elle a d'abord dit oui, et puis ensuite, effrayée, elle a dit non. Elle rentre à la maison, elle était chez une amie. Elle découvre le drame. Depuis, elle ne supporte plus de s'éloigner. Vous voyez la vision? Son manque d'autonomie la protège d'une histoire similaire, c'est-à-dire de ne pas perdre sa mère. Et elle m'explique qu'il y a tout un imaginaire qui est porté sur cette situation et que cette situation s'est transformée en situation totalement traumatique. Donc, on commence à comprendre ce qui s'est passé. Elle est partie loin. Dans cet éloignement, son père s'est suicidé. Donc, le loin est assimilé, vous voyez l'espace, au
décès du père, au suicide du père, et elle se maintient dans une situation collée à l'autre à travers la vision binoculaire pour que l'autre ne soit pas confronté à cette situation et ne disparaisse pas. C'est ça qu'elle explique à travers son discours. Plus tard, elle va faire toute une élaboration de rêve qui va définitivement régler son problème de la vision. Il s'agit d'une maison aux fenêtres ouvertes, donc il n'y a plus le strabisme, qui bouge, donc il n'y a plus le problème de l'immobilité, il y a quelque chose là qui est en train de bouger, de se mettre en place, et qui regarde au loin une croix tombale dans un climat apaisant. Il y a des nuages tranquilles qui semblent tout à fait être là pour régler tout un problème qu'elle dit de culpabilité face à la mort du père. Bon, ça serait effectivement, on ne peut pas faire moins vu la situation. Et elle est tout à fait interloquée de voir dans son rêve que la maison se dynamise, qu'elle bouge, alors que avant, toutes les maisons étaient figées. Fallait pas bouger parce que si on bouge, même pas s'éloigner, mais seulement si on bouge, ça peut arriver l'accident du suicide. Hein? Donc on voit toute la problématique donc de la motricité figée, aussi le problème du strabisme figé à travers la motricité et qui maintient une situation relationnelle qui est tenable pour elle, qui règle le problème de sa culpabilité, c'est qu'est-ce qu'elle dit face à la mort. Le fait d'être dans une situation figée où rien ne bouge, c'est ne pas prendre de risque de s'éloigner, comme ça s'est passé dans l'histoire avec son père, qui a généré le loin, qui a généré donc ce suicide. Et elle m'explique que avant, tout ce qui était du loin était pour elle problématique. Voir sur un journal une gravure d'un voyage, d'un pays lointain, lui était impossible. Voir une photo d'un temps lointain lui était impossible. Partir en dehors des circuits qu'elle connaît lui était absolument impossible. Donc, il y a quelque chose qui s'était figé autour du deuil du père, dans le loin, et le strabisme lui permettait de structurer donc une relation dans la proximité qui tenait le coup et qui était au fond une manière de ne pas être dans l'impasse dans la relation du suicide, mais de régler le problème de la culpabilité qu'elle avait de ne pas être là, d'être loin quand son père s'est suicidé. Vous voyez? Je veux dire par là que secondairement, là, on ne peut pas parler de symptomatologie, mais disons que la difficulté de fonctionnement visuel lui permettait de régler en partie la problématique
de culpabilité face à la mort du père. Et maintenant, donc, elle fait des rêves où il y a dans ses rêves, elle, dans une mouvance oculaire, et elle dit que cette mouvance oculaire est toujours liée à une vision du père mort. Et autour de ça, autour de ces rêves qui vont la dégager définitivement du traumatisme, elle va voir apparaître une identification dans le fait d'être figée dans cette situation relationnelle du proche, une identification à son père mort. Donc, son père figé, pas actif, face à cette thématique de la mort, et cette identification au père mort dans le figé lui permettait aussi d'être le père, en quelque sorte. Vous avez vu le vide de son image face au miroir, d'être le père, en quelque sorte, et de régler aussi le problème de sa culpabilité en étant lui face à la mort. Donc, cette passivité de son fonctionnement réglait aussi d'une manière générale sa problématique donc de culpabilité face à la mort du père. Et c'est autour donc de ce dernier rêve que petit à petit la problématique visuelle va se régler, qu'elle va petit à petit se permettre de prendre sa distance dans la relation, de devenir actif, ce qui va lui permettre de dépasser aussi une difficulté qui était liée à tout ça, mais peut-être secondaire, c'est-à-dire sa difficulté scolaire dans laquelle elle était, c'est-à-dire cette dimension de passivité dans la scolarité, où elle n'arrivait plus à intégrer personnellement les idées reçues par l'autre, et elle va débuter à 18 ans, elle va repasser le bac et elle va débuter des études secondaires, des études à l'université qui vont lui permettre donc d'avoir une carrière professionnelle tout à fait pertinente par rapport à ses possibilités. Donc vous voyez, là, on est dans une situation qui est conflictuelle et où la symptomatologie strabisme, donc qui est un problème donc de fonctionnement visuel, pas de maladie, va permettre à la situation de ne pas passer, à rester dans le conflit, mais à ne pas passer à une situation plus difficile, vu la situation dans laquelle elle a été, qui serait une situation d'impasse. Donc, secondairement, vous voyez que la symptomatologie vient régler aussi momentanément des difficultés et des problèmes de vie, mais en mettant le sujet dans d'autres difficultés et d'autres problèmes de vie, qui est celui déjà de la vie, parce qu'elle est coincée, elle a des difficultés énormes pour se déplacer par rapport à quitter. Elle ne peut être que dans des lieux connus. Et en plus, elle a ses difficultés scolaires où elle se trouvait dans une situation où elle serait mise donc à travailler sans possibilité d'accéder à un enseignement scolaire dont elle avait tout à fait la capacité et la possibilité. Voilà, donc là, on est dans un cas
classique de fonctionnement, disons, riche sur le plan du imaginaire, avec une symptomatologie qui n'est pas vraiment une maladie, mais qui est un problème donc de dysfonctionnement de la fonction de l'imaginaire, c'est-à-dire cette fonction qui vise à mettre l'autre à distance à travers la vision binoculaire, qui n'était plus possible alors qu'elle était possible avant, qui n'était plus possible depuis donc le suicide du père, qui correspondait donc à une situation édipienne dans laquelle le père demandait à sa fille, qui était déjà dans une situation de rapprochement édipien, de se rapprocher d'elle sur le plan de la vision binoculaire. Et alors, ce qui est très très intéressant, c'est que déjà, dans son discours, quand elle a raconté ce qui était passé et ce qu'elle a revécu en rêve et qu'elle avait oublié. Hein. C'est un souvenir qu'elle a retrouvé à travers le rêve, mais qu'elle avait oublié. Voilà, ce phénomène d'oubli qui permet de s'en sortir sur le plan de la vie courante, mais l'oubli est là quelque part, puisqu'il y a les problèmes qui se posent sur le plan du fonctionnement de la vision binoculaire et de l'espace et de l'activité et de la passivité. Déjà, quand elle a raconté son rêve, il y a le phénomène visuel qui était prépondérant, parce qu'elle a dit je l'ai vu du regard, mais je ne l'ai pas reconnu. Elle est arrivée, il y avait quelqu'un qu'on emmenait à l'hôpital, et le regard de son père et elle se sont croisés, mais elle ne l'a pas reconnu. Et c'est quand elle est montée dans l'appartement qu'on lui a dit que. Vous voyez? Donc déjà là, il y avait quelque chose qui s'est mis en place sur le plan de la vision binoculaire dans la situation précise et qui a été traduite sur le plan du langage par la jeune fille quand elle a récupéré donc ce souvenir qu'elle avait totalement occulté. Donc ça, c'est des phénomènes que l'on retrouve très souvent dans les psychonévroses, où là, il ne s'agit pas du tout d'un refoulement de la fonction de l'imaginaire, mais de quelque chose qui s'inscrit, une situation qui s'inscrit dans un phénomène d'oubli parce qu'elle est problématique. Hein. Et en thérapie, avec la facilitation du système présence-absence, qui fait revivre à la patiente la perte de la relation et le fait de la retrouver, et dans ce fait de la retrouver, cette permanence de la relation qui n'existait plus pour elle. Je lui fais vivre le près, le loin, sans problème, sans angoisse, et petit à petit, cette situation permet au déroulement donc de toute la représentation imaginaire sur le plan de la relation de se retrouver. Donc là, c'est tout le domaine de la situation thérapeutique qui coïncide avec la problématique conflictuelle de la patiente, qui va être un support pour que, par la suite,
mon aide représentative puisse se faire sans être confrontée au phénomène d'oubli. Parce qu'elle sera dans une situation désangoissée petit à petit par le fait qu'il y ait une présence-absence harmonieuse, sans problème, et qui permet de récupérer la situation dite traumatique. Voilà. Maintenant, je vais travailler avec vous un autre cas clinique qui est un problème d'infarctus. C'est un monsieur qui a 41 ans, on va appeler monsieur H, et qui vient de sortir d'hospitalisation pour un problème d'infarctus. Il est le troisième d'une famille de 5 enfants. Il a avant lui 2 sœurs et après lui un frère. Son père était maçon et sa mère travaillait dans l'imprimerie. Il ne se souvient pas de ses rêves et il n'exprime pas d'affect. Il associe vraiment très très peu et il a un discours tout à fait banal et peu personnalisé. Il n'a pas de souvenir d'enfance. Ça, c'est ce qu'on retrouve, c'est vrai, dans le fonctionnement banal. C'est que le souvenir, l'anamnèse, enfin l'histoire du patient plutôt que l'anamnèse, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile et qui se tire, parce qu'il n'y a pas de représentation imaginaire. Hein? Donc, on est dans un présent répétitif. Donc, effectivement, les souvenirs d'enfance demandent de la représentation. Donc, c'est quelque chose qui se structure petit à petit au rythme des séances et qui va permettre petit à petit, parce que justement, on travaille l'histoire du sujet, qui est mettre en image sa vie. C'est ça ce que ça veut dire. Hein? Et ça veut dire aussi, dans cette situation relationnelle où la différence n'existe pas, où tout le monde est pareil, je veux dire son frère, sa sœur, son père, le voisin, l'enseignante, tout ça c'est pareil. Il y a un affect qui est banalisé, qui est réduit à être poli, être conforme à ce qu'on attend de vous, mais l'affect là-dedans est extrêmement pauvre, extrêmement appauvri. Et il y a un rapport à l'autre qui est vraiment dans la proximité, sans processus de différenciation. Donc, effectivement, le passé, le différencier du présent à travers un thème qui est pas banal, mais disons qui fait partie à la fois de l'imaginaire, mais aussi de la réalité. Donc, c'est quelque chose, effectivement, qui supporte tout un processus aussi d'organisation. Donc, il va me dire petit à petit que, au bout de la 6e séance, quand même, que son premier souvenir, ça remonte à l'âge de 10 ans. À cette époque, il paraît qu'il faisait des bêtises, des fois seul. Figurez-vous qu'il volait dans le porte-monnaie de sa mère. C'est pas anodin quand même. Et parfois, il volait aussi des amis, ce qui était pour lui pareil. Et il était agressif et il se moquait un peu des gens. Donc quand même, une personne qui était beaucoup plus... il y avait quelque chose sur le plan de l'affectivité qui était plus visible que maintenant. Le porte-monnaie, il volait dans le porte-monnaie de sa mère. Et
il existait plus, il était agressif, il se moquait des gens. Donc, pour se moquer des gens, il y avait quand même un peu une forme de représentation. Donc, vraisemblablement, il y avait quelque chose sur le plan de l'imaginaire qui était beaucoup plus vivant avant que maintenant. Les parents de M. H ont divorcé lorsqu'il avait 4 ans. Et à partir de là, il a vécu avec sa mère très collé. Jusqu'à ce qu'elle se remette avec un homme. Il parle de son père comme quelqu'un d'autoritaire et de coléreux, et il en avait peur, et il dit que c'est pourquoi il s'est collé à sa mère, pour qu'elle le protège. Et lorsque son beau-père est arrivé, tout s'est effondré. Et c'est à cette époque-là, donc il y avait quand même quelque chose sur le plan de l'imaginaire, qui s'est mis à voler sa mère. Vous savez que le vol a toujours un sens affectif. Et ce vol-là, il sera traduit par la suite comme prendre à travers l'argent l'affectivité que cet homme lui a volée. Monsieur H n'a pas fait de brillantes études parce qu'il trouve que rien n'a vraiment d'intérêt. Il s'est arrêté à la 3e. Il a fait beaucoup de métiers, serveur, vendeur, livreur. Et actuellement, donc, il a une petite amie qu'il qualifie de très gentille. Figurez-vous qu'il la connaît depuis qu'il a 20 ans, donc il a 41 ans. Et donc depuis très longtemps. Il me dit qu'il a fait 2 séjours à l'hôpital à 9 ans, puis à 5 ans, et qu'à cette époque, déjà, il était question de fragilité cardiaque. De ces 2 hospitalisations, il ne peut rien dire. Et puis, il ne voit pas vraiment pourquoi je lui pose cette question. Il n'y a aucun événement pour lui autour de cet incident. Et pourtant, beaucoup plus tard, donc il faut quand même demander, parce que par la suite, ça va travailler. Beaucoup plus tard, c'est-à-dire 3 mois plus tard, il va me dire que ces 2 hospitalisations vont correspondre à des difficultés avec son ami. Donc, celle de 9 ans, là, d'il y a 9 ans, c'est une personne, c'est elle qui l'a quitté. Et l'autre, c'est aussi ça, c'est sa petite amie qui l'a quitté. Parce qu'ils avaient des différends. Pour ce qui est du corps, il n'a aucune conscience de ses sensations. Et par exemple, lorsque son ami le caresse, il se sent bien, mais il ne ressent pas grand-chose. Par contre, quand il évoque avec son ami ces situations d'abandon, là, qu'il vient d'évoquer avec elle, puisque c'est comme ça qu'il a découvert ce qui s'était passé autour de ces hospitalisations. Il sent qu'il a éprouvé de la tension. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau de la représentation qui est en train de se structurer. Alors, je vais travailler avec lui en relaxation. Je vais lui poser le problème de comment il veut travailler, debout, assis, face à face, décalé, allongé. Et il me dit qu'il n'a aucune idée, peu importe. Bon, il est assis, ça se fera assis. Et pour le mouvement, ce qu'il me demande, c'est que je fasse en même temps que lui, parce que sinon il est perdu.
Je vais partir de situations qui lui sont personnelles pour ne pas fonctionner dans le fonctionnement d'adaptatif où l'autre est un repère sans possibilité que le sujet ait de création personnelle. Donc je vais partir de lui. Ce qui le détend, c'est la marche et la natation. Donc je vais lui demander de mimer ces deux expériences en y mettant la respiration pour qu'on travaille en relaxation. Et que moi, je ferai le mouvement avec lui, et puis qu'il y a un moment donné où, quand il pourra, quand il le sentira, ça serait tout à fait important que ça soit lui qui reprenne le mouvement de relaxation, et puis que ça soit lui qui décide quand on changera de mouvement de relaxation. Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour qui décide de quand on changera de... D'accord. Donc, on a même un ordinateur qui parle, donc je peux m'en aller. Donc, je disais que lorsque l'on va changer donc, de mouvement, c'est là où il va parler de la difficulté dans laquelle il a été mise quand sa petite amie l'a quitté. Et il me dit que à cette époque, sa petite amie recherchait l'autonomie et qu'elle avait trouvé un travail en dehors de Paris. Et que effectivement, c'est autour de cette situation où il a perdu ses repères et où il s'est trouvé donc hospitalisé. Pendant 2 mois, on va faire ce deuxième mouvement, hein, qui a été créé donc à partir de lui, à partir d'un ressenti de lui sur le plan du corps, que toujours il soit inscrit personnellement dans l'élaboration du mouvement de relaxation. Et pendant ces 2 mois, il va expliquer comment ces troubles ont empiré à partir du départ de son ami et surtout lors de son hospitalisation. Et il parle du fait que dans cette hospitalisation, et on retrouve un petit peu aussi la manière dont je travaille, son médecin lui a dit 50% devrait venir de lui pour qu'il guérisse. Voilà. Or, il ne sait pas faire ce qui vient de lui. Lui, il ne se connaît pas. Il a toujours besoin de quelqu'un, de quelque chose qui vienne de quelqu'un. Il ne sait pas comment il va trouver 50% qui doit venir de lui. Il se trouve diminué. Cela ne l'intéresse pas de vivre diminué. Il n'aime que s'amuser. Il ne peut plus le faire et il se pose la question du suicide. Après avoir fait allusion au suicide, il décide de dessiner toutes les situations difficiles de lui. Et il dit que ça lui permet de se dégager. Ces dessins sont très près du cadre adaptatif, hein, mais ce qui est important, c'est qu'il les emmène chez lui. Donc il emmène cette énergie de l'imaginaire chez lui, et
ce geste d'autonomie va lui permettre une première élaboration de l'impasse autour de la perte. Il parle de la perte, il parle de la perte de son père, il parle de la perte de sa mère à l'arrivée du beau-père, il parle de la perte de son ami qui émane de toutes ces difficultés de perte. Il envisage, pour pallier à cette difficulté, d'exister plus par rapport à lui-même, pour avoir moins besoin de l'autre pour exister. Et ce qui permettra, dit-il, de diminuer son problème de la perte. Alors, ça se fait à travers le corps, dans un premier temps. Il envisage de reprendre la marche, qui est une activité corporelle qui le détend. Et il parle de convaincre par la suite sa petite amie de faire de la marche avec lui. Donc, de reprendre avec elle une relation sur le plan du corps et une relation sur le plan de la détente. Dans ces marches, il parle avec son ami. Hein, et son ami lui fait remarquer que les 50% du médecin n'étaient pas une aberration, que les personnes qui s'en sortaient le mieux étaient les plus motivées pour s'en sortir, et il se met à penser qu'elle a raison, et il propose de lui-même de changer l'exercice. Il va créer tout un mouvement corporel autour de la natation, qui est quelque chose qui le détend beaucoup. Et quand il a cette première élaboration personnelle, eh bien c'est là que l'imaginaire commence à se remettre en place. Sur le divan de relaxation, après le mouvement, il sent ses bras qui sont décollés du divan alors qu'ils sont insérés dans le divan. Ça, c'est un mouvement de projection corporelle, c'est-à-dire de projection du corps dans l'espace. Il est dans une situation corporelle, imaginaire, alors que les bras sont insérés sur le matelas, il se vit comme les bras qui sont au-dessus du matelas. Donc on voit là apparaître les prémices, la projection sensorielle avant la projection représentative sur le plan de la représentation. C'est ça qui, dans l'enfance, se remet en place initialement. D'abord la projection sensorielle et puis ensuite la projection sur le plan de la représentation, de la mise en image d'une action beaucoup plus psychique, beaucoup plus symbolisée. Autour de ça va apparaître aussi tout un mouvement d'autonomie où il va commencer à penser par lui-même. Il me dit, on dirait que ma pensée travaille maintenant. C'est nouveau chez moi. Et il me dit que c'est depuis qu'il y a eu ce mouvement des bras sur le matelas. Donc, on voit la récupération qu'il vit sur le plan de la représentation, maintenant, non plus sur le plan du corps, mais dans le processus de pensée et qu'il traduit verbalement. Il me dit, j'étais collée à ma pensée. Ma pensée était collée comme moi au matelas avant. Dans la mesure où je n'ai pas de projet que de recommencer, je ne peux pas être en état.
je suis tombée en dépression. Et il se met à dessiner, sans que je lui demande, hein, bien sûr. Il dessine un homme en prison. C'est son premier dessin. Le deuxième dessin, la porte de la chambre de cet homme s'ouvre. Troisième dessin, il retrouve son amie, il fait de la marche avec elle. Quatrième dessin, l'homme fait des projets, il est jeune, il va aimer et s'amuser. Donc on voit à travers la récupération de son existence personnelle, la récupération du système activité-passivité qui tourne autour de son existence personnelle et la récupération tonique qui est autour de ça, qui lui permet son existence personnelle et la récupération de la dépression. Vous voyez un petit peu comment les choses se passent? Donc, il sort de sa prison. Pour lui, sa prison, c'est le fait d'être dans un fonctionnement qui était dépourvu d'imaginaire, dans le concret, dans la réalité. La porte de sa chambre s'ouvre, c'est le fait donc de s'ouvrir à l'extérieur, de s'ouvrir à la relation avec son ami. Il n'est pas avec son ami parce qu'il faut une relation. Hein. Il est avec son ami maintenant parce qu'il découvre une relation affectueuse avec son ami, c'est ce qu'il dit, parce qu'il peut se représenter la relation avec elle. Il fait de la marche avec elle, donc c'est autour de cette situation corporelle que c'est récupérer parce que c'est une situation qu'il a choisie lui, hein, dans laquelle, en tant que sujet, dans laquelle il a demandé à l'autre de le suivre. Hein. Donc, c'est parti de là, son existence personnelle qui a permis donc une relation affective nouvelle avec son ami. Et à la suite de cette récupération de ça, eh bien, la possibilité de se projeter, hein, d'avoir des projets, de se projeter, hein, de créer pour l'avenir des choses sur le plan de la représentation imaginaire. Il se sent rajeunir parce qu'il se trouve bien dans sa peau et il va aimer, donc être dans une relation affective avec son ami, et s'amuser, c'est être dans le bien-être corporel et relationnel. Je vous traduis ce qui m'a traduit lui, hein, de ce voilà, relationnel, personnel, dans la relation avec son ami et puis aussi aux autres. Voilà, malheureusement, eh bien, vous savez, on n'évolue pas en droite ligne. Il y a un processus d'organisation, et puis quelquefois ça peut faire peur. Donc il y a un processus, de toute façon, il y a un processus d'organisation, il y a un processus de retour en arrière pour dépasser la situation dans laquelle on était auparavant. Bon, ça peut faire peur, mais de toute façon, même si ça ne fait pas peur, on s'organise toujours de cette manière. Ici, il est très certain que cette réorganisation, qui est quand même assez rapide, va lui faire peur et déterminer un processus de régression où il me demande une stimulation technique pour la dépression à travers la relaxation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il prend conscience de sa dépression. Il a peur de se vider. Alors, ça, c'est quelque chose qui renvoie très souvent à la dépression. Cette sensation de vide, vous l'avez vu tout à l'heure, et c'est un terme qui est... alors, c'est intéressant parce que c'est une représentation, on est dans la représentation, hein, de
de ce qui se passe sur le plan du corps, c'est-à-dire que le corps se vide de son tonus dans la dépression. Hein, et il est aussi, il fait le lien avec le corps, c'est qu'il dit qu'il est aux prises avec une intolérance digestive. Il a repris la cigarette. La maladie l'avait obligé à arrêter et il pense que effectivement le fait qu'il soit obligé et que ça soit pas un acte personnel, c'est quelque chose qui l'a déprimé. Alors c'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai aussi que dans la nicotine, on a l'absence de nicotine, on a un produit qui est cancérigène, c'est sûr, mais aussi qui facilite la dépression. Pendant cette période, le patient parle peu et spontanément pas. Il répond surtout aux questions et il demande que je lui pose des questions pour ne pas être dans le vide relationnel et le vide de la pensée. Et il répond de manière brève. Les réponses sont souvent affirmatives, négatives, donnent peu de détails, mais il n'a aucun déplaisir à parler. Il ne veut pas faire de relaxation, ce que je respecte. Par 2 fois, son ami l'accompagne. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça continue à travailler, parce que figurez-vous que la 2e fois, c'est un fait nouveau chez lui, chez elle aussi d'ailleurs. Il venait de voir une exposition de peinture. Et pendant toute sa séance, il va me raconter cette exposition de peinture avec toute la représentation qu'il a de cette visite à l'exposition. Il me propose de dessiner. Il dessine, vous voyez, donc là on est dans la récupération de l'imaginaire à travers la relation avec son ami. C'est-à-dire qu'il prend de la distance dans la relation avec moi et il met entre nous et lui un tiers qui lui permet de prendre de la distance dans la relation avec moi. Et dans cette prise de distance de la relation avec moi, il y a tout ce processus donc de représentation qui se récupère. Désolé, je ne peux pas faire cela. Il dessine une fleur, un brin de muguet, des choses qu'il a vues dans l'exposition, mais pas qu'il recopie comme ça tel quel. C'est vraiment des choses qu'il a appréciées dans l'exposition. Et pour me le montrer... Désolé, impossible de faire cela. À la situation. Il dessine avec lenteur, calmement. Il dit que ça le détend. Et par contre, de dessiner autre chose, ça lui est totalement impossible. Il ne peut pas se dégager de la relation avec son ami. Il parle de son travail. Il est employé dans une banque actuellement. Il me dit que d'une manière générale, il est appliqué, qu'il refuse de faire ce qu'il ne sait pas bien faire. Et puis, il se met à dessiner une maison. Et ce que je remarque dans cette maison, c'est qu'il y a chez lui quand même un gros problème d'organisation dans l'espace. Et ça, c'est quelque chose que le dessin lui permet de voir. Effectivement, il va me dire qu'il ne se repère que dans les trajets faciles. Pour lui, la droite et la gauche, c'est repérable grâce à la montre. Il me dit que quand il était jeune, il était dyslexique. Alors, dyslexique, c'est
un problème d'organisation dans l'espace aussi. Il remarque que la maison est vide et il me dit que c'est comme son corps. Il n'est pas plein à l'intérieur, même si c'est un peu rempli. Il me dit qu'il ne se voit pas bien. Il me dit qu'il existe en surface, mais que à l'intérieur, il y a des choses qui commencent à être construites, mais qui ne sont pas entièrement construites. Et il me dit que, au fond, cette maison qu'il vient de dessiner, c'est un peu lui, avec ses difficultés. Et comme il voit cette difficulté de construction personnelle, il décide de reprendre la relaxation. Il veut des choses autour de la prise de conscience du corps. Voilà. Donc, je le fais verbaliser ce qu'il veut travailler, comment il veut travailler, pour qu'il participe beaucoup plus entièrement à l'élaboration donc de la proposition de mouvement. Et dans le travail que je fais avec lui, je lui dis, est-ce que vous voulez comme ça? Est-ce que vous voulez comme ça? Enfin, c'est vraiment lui qui prend la place de la décision personnelle par rapport à lui. Après la séance de relaxation, il dessine une grille devant une porte d'une maison. Il me dit que la maison symbolise son corps et la grille, c'est l'espace fermé de l'hôpital. Il me dit que la maison dessinée, c'est le pavillon de sa mère. Il me dit qu'il y a de l'espace autour, ce qui n'existait pas dans le pavillon de sa mère, et encore moins dans la relation avec sa mère. Il me dit que le seul moment d'autonomie, c'était, curieusement, vous vous rappelez le brin de muguet, et ben c'était de vendre le brin de muguet pour le 1er mai. Mais manque de chance, l'argent était entièrement donné à l'ami de sa mère. Voilà. Et cet argent servait à l'ami de sa mère pour faire un cadeau à sa mère. Et il me dit que c'est de là que part l'idée de la voler. Voilà. Il est jaloux que cet homme lui prenne, même à travers l'argent, une partie de sa mère, une partie de l'affectivité de sa mère. Il a fait ça sans culpabilité apparente, sans conscience morale, il dit, comme s'il n'avait pas d'affection. Il me parle maintenant de sa petite amie, ce qui est tout à fait nouveau, comme une autre mère. Il l'a volée une fois. Il a tout confondu. Sa mère, elle. Et c'est le thème de la fameuse dispute, la dernière, où il a failli la perdre. Et c'est au cours de cet épisode de séparation qu'il y a eu l'infarctus. Donc vous voyez maintenant, on est dans une thématique de représentation où petit à petit, il arrive à faire le lien donc entre la séparation avec sa mère via l'ami, le fait qu'il ait volé, le fait qu'il ait confondu sa mère et son ami, qu'il ait volé son ami, qui a déterminé chez son ami le fait qu'elle veuille s'en aller, et la pathologie, l'impasse dans laquelle il a été, qui a déterminé la pathologie donc de l'infarctus. Dans la semaine qui suit cette séance, il rêve, il est incarcéré à l'hôpital, il ne veut plus voir son ami, maintenant c'est lui
qui veut plus voir son ami. Hein. Et autour de lui, les arbres tombent. Pour lui, les arbres qui tombent, c'est le symbole de la dépression. Un autre rêve, son amie est dans le pavillon maternel, elle est avec un ami, lui est dehors et ne peut plus pénétrer dans le pavillon. Par la fenêtre, il voit son ami et l'homme, il est jaloux, il pense à la voler. Avec mon aide, il ramène cette scène au conflit maternel, et le conflit maternel, là, se vit comme édipien. Dans la nuit qui suit cette séance, il rêve de sa mère, de l'ami de sa mère, il est enfant, ils sont tous les trois dans la pièce, il est jaloux. Donc on voit le conflit édipien qui apparaît. Il rêve maintenant qu'il a 12 ans, le père a été éloigné et il est seul avec sa mère. Bon, il y a une confusion entre la mère et l'ami de la mère. Il retrouve des dessins et des rêves lorsqu'il avait 12 ans. Il pense que cette absence d'imaginaire est liée au divorce de ses parents, parce que c'est à cette époque, donc la mère vit avec son ami et que les parents divorcent. Lorsque, à l'arrivée du beau-père, ses parents, donc lorsque ses parents se sont séparés, il était tout content d'avoir pour lui tout seul sa mère. Il s'est rapproché d'elle. Alors, il se collait même à elle pour récupérer une relation affective, la place du père dans le divorce. Mais il a perdu sa mère à l'arrivée du beau-père et à partir de là, il s'est interdit d'y rêver comme d'y penser, dit-il. C'est là qu'il a perdu toute sensation d'affection. Donc vous voyez, là, on travaille maintenant le pourquoi du refoulement de la fonction de l'imaginaire. Autour de cette situation représentative du refoulement de la fonction de l'imaginaire, l'impasse, petit à petit, va commencer à être comprise. L'impasse dans la relation avec son ami, qui la confronte à une situation relationnelle dépourvue de potentialité imaginative et affective, et surtout l'impasse autour donc, de la pathologie psychosomatique de l'abandon. Son ami qui l'abandonne à ce moment parce qu'effectivement il l'a volé. Donc cet ami qui l'abandonne à ce moment-là, le confronte pour la deuxième fois à l'abandon de sa mère, et c'est autour de ça que la pathologie psychosomatique va prendre acte. Surtout dans la mesure où il est dans une situation où il vit les choses, comme il dit, viscéralement. Il n'a pas la compréhension de l'abandon. C'est maintenant, dans le travail que l'on fait ensemble de représentation des situations que je l'aide à faire, qu'il peut dire qu'il a été abandonné. À l'époque, il ne s'est pas senti abandonné. C'est ce qu'il ressent actuellement. Et il dit que pour ne pas perdre, quand il a été abandonné par sa mère lors de la situation
d'abandon lorsqu'elle a eu son ami, il s'est collé à toute relation, à sa mère, à son ami, à tout le monde, dans une relation très proche, mais sans affection. Très proche pour ne pas perdre, mais sans affection. Et que cette situation relationnelle collée qu'il avait avec son ami l'a mis encore plus dans une situation difficile que s'il avait été dans une situation relationnelle comme celle où il est actuellement, où il est autonome vis-à-vis d'elle, et dans une relation affective qui a plus de distance, ce qui fait que ce qui est vécu par lui et dirigé par l'autre a beaucoup moins d'impact. Donc c'est la compréhension de cette situation qui va permettre donc à la situation d'impasse de se récupérer, la situation d'impasse autour de l'abandon, qui provient de l'abandon de la mère, qui a été reprise par l'abandon de son ami, qui va permettre donc la récupération de la symptomatologie. Donc vous voyez, ce n'est pas moi qui interprète, c'est lui qui se représente la situation, et c'est ça qui va permettre donc la récupération de la symptomatologie. Donc vous voyez que dans cette thérapie, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est l'analyse du refoulement de la fonction de l'imaginaire. Effectivement, il était dans un fonctionnement où il y avait de l'imaginaire avant l'abandon. C'est autour de l'abandon qu'il y a refoulement de la fonction de l'imaginaire, et la situation d'impasse tourne autour aussi de l'abandon, dans la mesure où cet abandon est redondant. C'est l'abandon de la mère qui s'est récupéré dans la relation avec son ami, et c'est le doublement de l'abandon qui a créé cette situation d'impasse et la pathologie psychosomatique qui y est associée. Autour de cette pathologie psychosomatique, il est très certain que dans la circularité du fonctionnement psychopathologique, la pathologie psychosomatique lui a permis de récupérer une relation avec son ami. Donc, effectivement, secondairement, si vous voulez, la récupération de la relation avec son ami, même si elle est difficile, à cause de cette problématique du vol qui est non comprise par elle, mais non comprise par lui, même si elle est difficile, elle est quand même là. Et puis, l'ouverture aussi sur le plan médical du médecin qui lui explique que, ok, il y a la moitié du problème qui est médical et l'autre problème qui provient de lui. Donc, il y a effectivement un travail de compréhension à faire, qu'il ne comprend pas dans un deuxième temps, mais petit à petit, avec la récupération de la potentialité représentative, aidée par son ami, qui va petit à petit donner sens à cette situation, faisant le lien entre le biologique du médical et le psychique de la psychothérapie. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On est bon sur le temps du timing. Est-ce que vous avez une question à me poser par rapport à ça?
Oui, est-ce que c'est normal que ça paraisse pas aussi évident encore Parce que là, quand vous le dites, c'est vrai que ça paraît très simple, mais je me dis... C'est pas simple. Quand vous le dites, c'est très fluide, mais à l'identifier et faire tout ce travail, c'est... C'est pas simple. Ouais, c'est pas simple. C'est simple parce que c'est travaillé pour que vous compreniez, mais c'est pas une observation clinique, ni l'une ni l'autre. Ce ne sont pas des observations cliniques qui sont très simples. Hein, mais ce qui est important, c'est d'être très à l'écoute de ce que disent vos patients. Vos patients savent, d'accord? Ils ont des problèmes, ils ont des difficultés représentatives, mais c'est eux qui ont tous les morceaux de l'histoire. Hein. Ce qui est important, c'est de les aider à les rassembler. Hein. Mais vos patients savent. Si vous travaillez dans le fonctionnement adaptatif, qui est un peu ennuyeux parce que j'ai raccourci, mais pendant tout un temps, hein, les gens viennent, vous racontent des choses adaptatives, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait, voilà. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rester là-dedans. C'est qu'à chaque fois, de pouvoir y placer le domaine de la représentation. À quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez de dire? Voyez, hein, voilà, c'est de les ramener à autre chose. Voilà. Alors là, ça devient tout à fait intéressant. Difficile, mais tout à fait intéressant. Et il faut toujours faire cette première étape de les recentrer sur leurs sensations corporelles? Oui, parce que sinon, vous allez vous perdre dans un truc qui est complètement adaptatif et ça va durer des lustres. Mais justement, chez les personnes qui sont dépourvues de potentiel imaginatif et qui sont coupées de leurs sensations, etc., par quels moyens on peut... Je viens de vous le dire. Je viens de vous le dire. Oui, mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est vraiment quand ils sont complètement coupés comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un premier travail un peu d'automassage à faire vraiment sur du corporel Ça sert à rien. Ça va être de l'adaptatif. Ça sert strictement à rien. Franchement, ce qui sert à quelque chose, c'est que eux, je vous ai expliqué que ce qui est fondamental, c'est de créer une dynamique où on est dans le thème de la projection, c'est-à-dire un mouvement qui part du sujet et qui vient s'investir dans la relation à l'autre. Si vous proposez, vous, quelque chose à la place du sujet, vous êtes comme une mère abusive qui l'a, et voilà, c'est tout. Donc, vous allez d'autant plus bloquer la situation. Hein. Donc, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ce qui est important, c'est de partir du sujet et de l'aider à y placer quelque chose au niveau de la représentation. Alors, bien sûr, c'est difficile dans un premier temps, mais petit à petit, avec l'élaboration de la représentation imaginaire, ça prend sens. Voilà, ça prend sens. Et ça vient petit à petit se structurer et s'investir. Ah, c'est sûr, c'est très difficile, c'est une autre manière de travailler. C'est sûr, c'est mieux de faire de la technique, hein. Je vous l'accorde. Ça sert à rien, mais c'est mieux. Enfin, ça sert à rien quelquefois, ça peut mettre dans l'impasse quand même. Hein. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Mais il ne faut pas non plus que vous vous retrouviez dans une situation d'impasse thérapeutique, parce que c'est aussi une possibilité. Oui, non, mais je sais qu'il faut que je reste très vigilante à ça. En travaillant en structure, le fait qu'on nous demande énormément entre guillemets, de résultats et de qu'est-ce qui a été fait, on pourrait vite tomber là-dedans, justement, je trouve. Oui, tout à fait. Ça marche très très bien avec la thématique actuelle. Je veux dire, quand dans les centres psy, on vous demande de faire... il y a des nomenclatures pour tout.
Alors, on vous demande pour la sécurité sociale de mettre des numéros, je sais pas quoi, là. Moi j'ai mis toujours au hasard, alors c'est pour leurs statistiques, voilà. Donc, mais on vous demande de mettre des numéros aux personnes, voilà. Donc, ça en dit long. Donc, effectivement, l'évolution de la société ne va pas dans ce sens. Mais ça me paraît fondamental, c'est quand même le respect de l'autre, de respecter sa place et de respecter ce qu'il est quand même. Parce que, voilà, il faut vous dire que c'est pas vous qui savez, que c'est lui qui sait. Et surtout, vous dire qu'il y a du potentiel chez lui. Il faut le mettre en acte, le faire sortir. Voilà. Il ne faut pas que vous restiez dans une dimension de rejet ou de non-respect de l'autre. Vous voyez, ça c'est important. Je veux dire, tout le monde rêve. Hein. Le problème, c'est qu'au réveil, certains se trouvent dépourvus de potentialité imaginée. Vous avez vu comment il a décrit le refoulement de la fonction de l'imaginaire, là, autour de la séparation avec sa mère, alors qu'il était dans une problématique édipienne, et que tout ça s'est trouvé effacé. C'est quand même drôlement intéressant. Bon, ça lui permet de vivre, hein, de vivre sans situation d'impasse autour de l'abandon dans l'histoire de sa mère, jusqu'au moment où Rebolote, son ami, lui crée la même situation d'abandon. Hein, donc, voilà. Mais voilà, ça, il faut vous dire aussi que, effectivement, le conflit ou l'impasse, c'est une manière de régler une situation de vie aussi. Hein. Non, le conflit ou l'impasse, la symptomatologie plutôt. C'est une manière de régler une situation de vie aussi. Bien, vous avez d'autres questions à poser? Bon, vous ne pouvez pas vous dire non plus que le premier cours que vous avez en psychosomatique, ça va vous permettre aussi de travailler. On est dans l'ouverture vers quelque chose d'autre, de différent. Il faut petit à petit que vous vous fassiez à cette nouvelle conception de la théorie. J'étais justement en train de parler avec Martial, qui est à côté de moi, et qui est aussi un élève, et il me disait que, lui est en deuxième année, il me disait que les données théoriques que je donnais aujourd'hui, il les entendait complètement différemment de l'année dernière, avec le recul, avec aussi la réflexion personnelle, ça permet aussi d'avancer. Donc, il ne faut pas non plus que vous soyez catastrophé ou stressé parce que c'est difficile la psychosomatique. Ça renvoie à soi, ça te renvoie à son travail, ça renvoie à beaucoup de choses, c'est sûr. Mais c'est vrai que je rejoins Martial, c'est la deuxième année aussi pour moi et j'entends plus du tout les choses de la même façon. Il y a des choses qui me paraissent plus faciles à voir maintenant. Mais en effet, ce que vous aviez dit au tout début du cours, il faut vraiment le temps de digérer, quoi. Oui, tout à fait. Revenir, digérer, parce que c'est vrai qu'il y a des choses maintenant que je vais voir plus facilement. Bon, d'autres où c'est encore très, très difficile. Je sens que j'ai encore besoin de beaucoup d'apprentissage, ça c'est sûr. Mais oui, ce côté digérer, digestion, ça c'est évident, oui. Il faut que vous utilisiez les supervisions pour ça. Je vais vous demander, parce que sinon je vais oublier, si vous avez, vous savez, on a des supervisions, c'est intéressant qu'il y ait des personnes qui présentent des cas cliniques, parce que
c'est plus intéressant que mon travail. Ça nous permet beaucoup plus d'apprendre. Voilà, donc si vous avez envie de le faire, eh bien, envoyez-moi un petit mail et dites-le moi pour que Oui, bien sûr. j'organise les supervisions, parce que ça, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup. Supervision et surtout, n'oubliez pas de poser les questions, n'ayez pas peur de ne pas savoir ou voilà, posez toutes les questions qui vous sont nécessaires pour travailler pendant les supervisions. Ça, c'est le moment vraiment qui est important. D'accord? Justement, sur ce plan technique, vous voyez, hein, tout ce dont vous avez besoin, vraiment, n'oubliez pas de les poser. Je dis pas, de toute façon, toujours, hein, dans tous les cours, mais encore plus aux supervisions. Voilà, bah écoutez, c'est bon, vous n'avez plus de questions? Très bien, bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à demain. À demain. Oui, à demain, bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée. À demain, bonne soirée. Merci Sylvie. Au revoir. La question que j'avais suivie pour les supervisions, les dates, on sait quand elles sont? Oui, vous les avez. Je vous ai envoyé un récapitulatif. Alors oui, j'ai pas. Ça s'appelle Analyse de la pratique. Elles sont en présentiel. Est-ce que vous pourriez me le renvoyer? Je ne suis pas sûre de l'avoir vu, celui-ci. Mon adresse mail bug beaucoup aussi. Donc... Vous savez, vous m'envoyez un petit mail D'accord. Suite parce que je n'aurai pas le temps d'ici demain. Vous l'envoyez lundi? Lundi, ça serait bien. Oui, d'accord, faisons comme ça. Très bien. Merci beaucoup et bonne soirée. À demain.